Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres qui vous seront développés. Réforme financière, un atelier de validation des cadres juridiques et réglementaires des lois de finances s'est déroulé aujourd'hui. Vous entendrez dans ce journal l'intervention du ministre du Budget sur ce sujet. Et concernant le conflit israélo-libanais, une attaque du Hezbollah sur une base militaire a causé la mort de 4 Palestiniens israéliens. Enjeux climatiques et développement lors d'une réunion ce matin, une réunion a rassemblé décideurs, experts et ONG pour discuter des défis climatiques. Un rapport de la Banque mondiale a alerté sur les pertes économiques potentielles si des mesures d'adaptation ne sont pas prises rapidement. Les secteurs clés comme l'agriculture, la pêche et le tourisme sont déjà touchés par les effets du changement climatique. La réunion a souligné la nécessité de collaboration régionale et d'investissement pour protéger les infrastructures avec un appel à un soutien financier international. Les discussions se poursuivront lors de la prochaine conférence sur le climat. Cette réunion d'aujourd'hui a également servi de tribune pour un appel à l'action internationale. Les participants ont insisté sur la nécessité d'un soutien financier accru, notamment via des financements concessionnels afin de permettre la mise en œuvre de projets d'adaptation climatique ambitieux. Les débats ont mis en lumière l'importance d'aligner les stratégies de développement national avec les objectifs climatiques mondiaux. Y contribuer en présentant donc ce rapport-là, et nous ferons également un événement spécifique Banque mondiale dédié aux suicidaires de Djibouti. Ça, c'est la dissémination, et en matière de lancement officiel, il se fera à Djibouti à une date qui reste à convenir. Merci encore pour votre présence et nous espérons que ces échanges seront fructueux. Alors que la question du changement climatique occupe désormais une place centrale dans les politiques publiques, le ministre des Finances a pris la parole pour souligner les mesures économiques mises en place pour faire face à cette crise. Écoutons un extrait de son intervention où il détaille les enjeux budgétaires et les nouvelles priorités en matière d'investissement durable. Le changement climatique est une réalité avec ses impacts à Djibouti. Le changement climatique, Djibouti y est très vulnérable. Djibouti fait partie de ces pays très vulnérables au climat, malheureusement. Et Djibouti, dans ses rapports, il est confirmé. On aura l'occasion de l'écouter en termes de pertes sur le plan économique liées aux conséquences du changement climatique sur une période à l'horizon 2050. C'est bien cela que j'ai noté. Nous allons perdre l'équivalent un peu de 4 fois le PIB de Djibouti à l'horizon 2050. Le PIB de Djibouti est de l'ordre de 3,5 milliards. Hein, Rick? Vous m'avez bien entendu. Si nous ne faisons pas d'efforts d'adaptation au changement climatique, notre perte peut aller jusqu'à plusieurs fois le PIB de Djibouti connu au jour d'aujourd'hui. On sait que plusieurs secteurs seront également extrêmement vulnérables dans les périodes à venir. Et on l'a vu, on a vu les infrastructures urbaines de plus en plus dégradées, entre autres raisons à cela, au changement climatique. Nous avons vu la raréfaction de l'eau souterraine et la salinisation de plus en plus élevée et rapide de l'eau souterraine à Djibouti. Si nous n'adaptons pas à ces défis,
nous allons également connaître un défi supplémentaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Une urbanisation rapide de la ville de Djibouti. Dans le cadre de l'amélioration et de la modernisation du cadre juridique national, un atelier de validation des textes réglementaires et juridiques s'est tenu aujourd'hui à l'hôtel Aïla. Organisé par le ministère du Budget, cet événement a rassemblé, outre le ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roble, d'autres personnalités, parmi lesquelles le secrétaire général du gouvernement, la présidente de la Cour des comptes, des représentants du Parlement, ainsi que des experts nationaux et internationaux ayant contribué à l'élaboration de projets de loi et décrets clés pour la bonne gouvernance. L'objectif principal de cet atelier était d'examiner les enjeux liés à la réforme des finances publiques en mettant en avant les innovations introduites avant d'engager une analyse approfondie des textes juridiques. Ces derniers doivent être en phase avec les besoins socio-économiques actuels tout en respectant les normes internationales. Les participants ont abordé plusieurs sujets majeurs, notamment le projet de loi organique relative aux lois de finances en formulant des recommandations pour l'adoption de mesures législatives plus inclusives, adaptées aux réalités nationales. Écoutez le secrétaire général du ministère du Budget. Seulement une avancée significative pour notre pays, mais également un témoignage de notre engagement envers une gestion publique transparente, efficace et responsable. Ces différents textes visent à renforcer le processus budgétaire en établissant des règles claires et des mécanismes de contrôle qui garantiront une meilleure allocation des ressources publiques rares. En effet, la transparence et la rigueur dans la gestion des finances publiques sont essentielles pour instaurer la confiance des concitoyens vers leurs institutions. L'un des principaux objectifs de ces documents est d'améliorer la prévisibilité et la stabilité des finances publiques. En établissant un cadre juridique solide, nous permettons à nos concitoyens de mieux comprendre comment sont élaborés ces documents, mais également comment ils s'exécutent, et leur offrir ainsi une plus grande visibilité sur l'utilisation des ressources. Nous sommes conscients que la validation et l'adoption des textes doivent être accompagnées d'une volonté politique forte et d'une mobilisation de tous les acteurs concernés. Cet atelier de validation contribuera à une avancée majeure de notre pays vers une meilleure gouvernance. Lors de son intervention, le secrétaire général du gouvernement, Al-Miss Mohamed Abdullahi, a souligné l'importance de cet atelier en insistant sur des principes fondamentaux tels que la transparence, la responsabilité, l'efficience budgétaire et la discipline financière. Nous sommes réunis pour examiner et valider 5 textes fondamentaux. Ces textes constituent les piliers d'une réforme ambitieuse qui vise à moderniser notre cadre budgétaire et à renforcer la transparence et l'efficacité de la gestion des finances publiques. Transparence et responsabilité. Voici donc les maîtres mots de cette réforme. Et il nous faut améliorer la transparence dans la gestion de nos finances publiques, en rendant les informations claires, en rendant les informations accessibles pour tous. Cette transparence, elle permettra aux décideurs politiques, aux parlementaires, aux administrations et aux citoyens de mieux comprendre et de mieux suivre l'utilisation des deniers publics. Et il nous faut, en parallèle, renforcer la responsabilité des gestionnaires publics qui doivent rendre compte de leurs actions et de l'utilisation des deniers publics. L'efficience, quant à elle, repose sur l'optimisation de l'utilisation des ressources publiques. Et il nous faut là aussi optimiser l'utilisation de nos ressources pour atteindre nos objectifs de développement. Nous devons faire plus avec moins. Il nous faut mettre en place des indicateurs de performance qui nous permettront d'évaluer l'efficacité de nos programmes et de nos politiques publiques, afin de nous assurer donc une allocation meilleure de nos ressources. Et le ministre du Budget a quant à lui clôturé les travaux en félicitant et en remerciant l'ensemble des participants
pour leur contribution active. Les prochaines étapes consisteront, a-t-il dit, à soumettre ces textes à l'examen des instances compétences en vue de leur adoption finale. On l'écoute. Je me réjouis aujourd'hui de la remarquable contribution du secrétaire général du gouvernement lors de cet atelier, qui est l'aboutissement d'un long processus conduit suivant une démarche. Mesdames et messieurs, cet atelier qui réunit les principaux acteurs et experts des finances publiques marque une étape décisive dans le processus de réforme que nous avons initié au sein du ministère du Budget. Ces réformes ne sont pas, je le dis bien, ne sont pas des simples ajustements techniques, mais s'inscrivent dans une vision plus large portée par son Excellence le Président de la République du Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, avec un ultime objectif, celui de la transformation radicale de notre système de gestion des finances publiques avec la mise en place d'un budget axé sur le résultat. En mettant en place un budget axé sur le résultat, nous nous engageons de manière très ferme à renforcer l'efficacité de nos dépenses publiques et à faire en sorte que chaque franc djiboutien dépensé contribue directement au bien-être de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, cet atelier est l'occasion pour nous de finaliser les textes de base juridique et réglementaire qui donneront un cadre formel bien assis de nos réformes. Il est essentiel que ces textes traduisent fidèlement notre volonté de changement tout en assurant la conformité avec les standards internationaux et les réalités de notre économie. Avec cette réforme budgétaire, nous visons à moderniser l'administration publique et améliorer la gouvernance financière en promouvant la culture de résultats, de performance et une prestation efficace des services proposés aux usagers. Elle requiert l'engagement de toutes les parties prenantes et implique plusieurs jalons à réaliser de façon progressive dont la révision en premier lieu du cadre légal et réglementaire. Autre information, ce matin à l'hôtel Kempinski, le ministère de l'Agriculture a officiellement lancé le projet d'appui aux filières agricoles résilientes, un programme ambitieux visant à transformer durablement le secteur agroalimentaire de Djibouti. Ce projet, financé par la Banque mondiale, a pour objectif de renforcer la résilience des filières agricoles face aux défis multiples, qu'ils soient climatiques, économiques ou environnementaux, en mettant en avant des pratiques agricoles innovantes et durables. Le projet phare s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement rural du gouvernement. L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de nombreux hauts cadres du ministère et acteurs majeurs du secteur agricole ont également assisté à cette rencontre pour marquer le coup d'envoi de ce projet transformateur. Écoutez le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Les idées sont claires et définies comme suit, en 3 points. On va vous présenter les projets phares et ses objectifs. Nous souhaitons vous donner une compréhension approfondie des enjeux de ces projets. On favorise la collaboration entre les différents acteurs de ce secteur et on sensibilise la communauté locale aux opportunités offertes dans le cadre de ces projets. Les participants ont réaffirmé leur engagement à travailler de concert pour assurer le succès de cette initiative et garantir un avenir prospère aux agriculteurs djiboutiens. Écoutons un extrait du discours de la représentante de la Banque mondiale à Djibouti. C'est avec un immense plaisir que je suis là parmi vous ce matin pour cet atelier de lancement officiel du projet des filières agroalimentaires résilientes sous l'acronyme phare, car ce jour marque une étape importante dans notre cheminement collectif vers le développement d'une agriculture durable et d'une économie résiliente à Djibouti. Au cours des dernières décennies, les efforts de développement de Djibouti se sont principalement concentrés sur les services urbains au détriment des zones rurales. Ce déséquilibre a conduit à des taux de pauvreté plus élevés dans les régions, entraînant un exode rural continu, entre autres impacts. Conscient de ces défis, le gouvernement, en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale, a produit en 2021 un diagnostic du secteur rural. De ce diagnostic, on a découlé un rapport sectoriel sur les approches innovantes pour promouvoir l'inclusion économique et la résilience des populations rurales,
afin de soutenir un développement rural plus inclusif et attentif aux questions de résilience et d'intégration économique. Ce rapport donc, qui a été produit en 2021 est la jeunesse du projet que nous discutons ce matin. Le projet phare, qui est doté d'un financement de 15 millions de dollars, a été conçu pour répondre aux besoins urgents d'un changement de paradigme dans le développement rural. Une nouvelle approche qui placera le secteur privé au cœur des activités agricoles, tout en mettant à profit le rôle structurant du secteur public. Ce projet ne vise pas seulement à augmenter la production agricole, il s'agit également de favoriser l'innovation, l'organisation économique et une agriculture intelligente face aux défis climatiques. Suivons à présent le mot du ministre de l'économie et des finances, M. Ilyes Moussadouli, lors de cet événement. Je suis venu ici pour témoigner de mon soutien par rapport à cette initiative et à ces projets appelés phares que nous avons voulu vraiment de nos voeux en discussion depuis quelque temps déjà pour essayer d'apporter des réponses aux défis auxquels notre pays fait face. Je ne vais pas vous apprendre, Djibouti, comme beaucoup d'autres pays, nous sommes en train de vivre une période assez intéressante, une période avec beaucoup de défis. Nous l'avons également connu de plus une autre rupture de la chaîne de l'approvisionnement. C'était par séquence. C'est vrai, c'était moins dur, mais on l'a vécu. À côté, chez notre voisin, en raison des difficultés et des conflits intérieurs. Donc tout cela s'est traduit en la raréfaction et la disponibilité des choses les plus élémentaires pour notre assiette. Je parle bien de notre assiette. Prenons la parole à son tour. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awal, a indiqué que ce programme ambitieux vise à transformer durablement le secteur agroalimentaire de Djibouti. Nous l'écoutons. C'est un grand plaisir pour moi et un bonheur que j'assiste aujourd'hui avec vous au lancement de cet important projet dénommé phare, projet d'appui aux filières agricoles résilientes financé par la Banque mondiale. Ce plaisir et ce bonheur, j'en suis sûr, je les partage avec vous tous ici présents. Ce projet doit transformer le secteur de l'agroalimentaire de Djibouti. Il s'agit ici de rendre opérationnelle la stratégie de développement rural du gouvernement en structurant des pôles de croissance sélectionnés sur des sites à potentiel. Notre pays doit absolument améliorer la résilience des filières agricoles pour réduire la dépendance aux exportations. Cela passe donc par une augmentation de la rentabilité et compétitivité de nos exportants locaux. J'exprime donc la satisfaction du gouvernement de voir cette perche tendue au secteur privé de l'agroalimentaire pour dynamiser et rentabiliser les activités. Je voudrais rappeler avant de conclure que ce projet s'exécute en cohérence avec le cadre de référence stratégique nationale formulé par le gouvernement dans l'optique de la vision 2035. Il est également en conformité avec la stratégie pour la croissance et l'emploi. Je voudrais dire au niveau des superficies, 300 hectares, j'ai fait le calcul, 300 hectares peuvent suffire à condition de faire 200 tonnes à l'hectare, l'autosuffisance alimentaire durant la saison fraîche. Et pour la saison chaude, comme il a dit, il faut réfléchir. Djibouti et l'Égypte ont signé un accord bilatéral pour l'installation d'une mini-centrale solaire de 300 kW dans la localité de Omar Jaga, financée entièrement par l'Égypte. La signature qui s'est déroulée virtuellement entre le ministre djiboutien de l'énergie Younis Ali Guedi et son homologue égyptien
Mahmoud Mustafa, marque un tournant dans la coopération énergétique entre les deux pays. Cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large de projets d'électrification rurale à Djibouti avec d'autres installations similaires en cours. Le ministre djiboutien a exprimé, vous l'entendrez, sa gratitude envers l'Égypte pour ce don, soulignant l'importance de ces projets pour les zones éloignées du réseau national. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a souligné dans son intervention que ce geste symbolique représente une avancée majeure vers une électrification durable de nos zones rurales. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, qui est un grand jour pour la coopération entre nos deux pays, la République de Djibouti et la République d'Arabe d'Égypte. Monsieur le ministre, Madame la vice-ministre, Excellences, Messieurs les ambassadeurs de nos deux pays respectifs, chers collaborateurs, je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'être là. Plusieurs années après des négociations, enfin pour voir le jour cette mini-centrale solaire du village de Marjaga de 300 kg qui est un don de nos frères de la République d'Arabe d'Égypte. Je suis particulièrement heureux de signer aujourd'hui en présence de mon frère et mon homologue égyptien, Dr Mahmoud Esmed. Donc la signature, c'est des accords sur la base de l'égalité, du respect mutuel, de l'intérêt commun et dans le respect de nos engagements internationaux respectifs s'inscrit en effet dans le cadre de l'excellence et de la qualité des relations d'amitié et de coopération existantes entre nos deux pays, frères et amis, tissés au fil des ans et profondément ancrés, lesquels se développent et se renforcent chaque année sous le leadership de nos deux présidents des républiques, son Excellence Ismaël Omar Guelleh et son Excellence M. Abdel Fattah El-Sisi. Chers homologues, chers frères, je suis très heureux aujourd'hui encore pour mettre cette signature et les contrats de mise en œuvre de la centrale de Omar Jaga, qui sera la plus grande centrale des villages de la République de Djibouti. Nous remercions bien entendu au nom du président de la République, au nom du gouvernement de Djibouti, mais aussi au nom de tous nos concitoyens djiboutiens, nos frères arabes d'Égypte, à commencer par le président Abdel Fattah El-Sisi, par son gouvernement, et le peuple égyptien pour ce don de cette mini-centrale solaire. Dans l'actualité également, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Rassim Haroun Ali, a présidé hier une cérémonie de jumelage entre les conseils régionaux d'Obok et d'Ali-Sabi. Accueilli avec les honneurs par les habitants d'Obok, le ministre a profité de l'occasion pour saluer chaleureusement cette initiative qui rapproche les deux régions. Dans son discours, il a félicité les présidents des deux conseils régionaux pour leur vision commune, soulignant que ce jumelage favorisera un développement économique, culturel et sportif harmonieux. Le ministre a encouragé les autres présidents des conseils régionaux à suivre cet exemple, en renforçant ainsi la coopération interrégionale à travers le pays. Et après la signature de la convention, le ministre a visité plusieurs infrastructures clés de la ville de Obok qui seront bientôt inaugurées. Il s'est notamment rendu sur le site d'une usine de recyclage des déchets et a visité un centre commercial dont la construction est achevée mais qui n'a pas été encore inaugurée. Les présidents des deux conseils régionaux se sont donné rendez-vous dans 2 semaines à Ali-Sabi, qui accueillera à son tour la prochaine étape de cette coopération. C'est pas USA tout simplement tout seul qui rend ce projet un succès, c'est en travaillant main dans la main avec tous nos partenaires qui sont assis autour de cette table. Ces partenaires sont autour de cette table depuis le lancement du projet et je vraiment tenais à remercier sous l'égide du ministre de la décentralisation ce travail qui a été accompli jusqu'à ce jour. Les autorités des régions d'Obok et d'Ali-Sabi ont salué la signature de cette convention de jumelage qui permettra un développement durable et mutuellement bénéfique. Exporter l'idée d'Italie habite d'Obok jusqu'à Ali-Sabi
s'unir pour entreprendre ensemble. Parce qu'on est convaincu que quand on est ensemble, quand on est unis, on peut faire beaucoup de choses. Et nous essayerons et nous espérons profiter de l'expérience d'Ali Sébié pour aller de l'avant. Ce jumelage n'est pas seulement un jumelage donc, dans le cadre du tourisme ou d'échanges entre jeunes, mais surtout c'est un jumelage dont l'objectif est de profiter de vos expériences et de vous donner aussi de nos expériences. C'est avec une immense joie et un profond enthousiasme que je me tiens devant vous aujourd'hui pour inaugurer un partenariat prometteur entre nos deux régions. Ces moments marquent le début d'une coopération interrégionale cruciale orientée vers un développement harmonieux et durable de nos deux territoires respectifs. Nous avons défini des objectifs clairs et ambitieux. Notre première priorité est de renforcer nos liens, car c'est par cette solidarité et l'échange que nous pourrons véritablement avancer. Nous voulons également promouvoir le développement économique, social, culturel et touristique. Chaque habitant de nos régions doit pouvoir bénéficier des fruits de cette coopération en facilitant les échanges d'expériences, de bonnes pratiques, nous encourageons l'innovation, la créativité dans nos initiatives. Initiative inédite entre nos deux collectivités territoriales djiboutiennes vise à affermir et consolider la volonté de nos deux parties à développer les relations de coopération grâce à la mise en commun de nos compétences respectives et à la mutualisation de nos ressources afin de consolider la politique de la décentralisation. Cette politique de proximité, chère à notre président de la République, chef de gouvernement, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Le ministre en charge de la décentralisation a quant à lui souligné que cette convention renforcera les liens de coopération entre les deux collectivités, amplifiant ainsi les échanges dans plusieurs domaines. Toujours un plaisir pour moi de venir à Obok et de partager avec les Obokois le moment le plus heureux de leur vie. C'est le cas aujourd'hui où nous célébrons un fait important qui va rapprocher des régions de notre pays et créer une solidarité entre deux peuples vivant dans un même pays. L'établissement d'une relation de jumelage entre le conseil régional d'Ali Sébié et le conseil régional d'Obok est tout simplement un acte qui mérite d'être salué par nous tous. Il doit aussi servir d'exemple pour les autres conseils régionaux car il s'agit d'une première du genre dans ces domaines. Obok et Ali Sébié sont des régions qui présentent des potentialités économiques et une richesse culturelle inestimable. Ces atouts réunis ensemble constitueront le moteur de l'économie régionale. L'accord qui sera paraphéré aujourd'hui va sceller définitivement le destin de ces deux régions érigées de celles-ci en un pôle d'attraction pour les touristes et les entreprises du pays et de la région de la Corne de l'Afrique. Le partenariat que la région d'Obok et d'Ali Sébié s'apprête à mettre en place va renforcer le lien des coopérations entre les deux collectivités. Les échanges entre les deux régions vont s'amplifier et concerneront tous les domaines d'activité, principalement le domaine commercial, culturel et sportif. Le milieu physique et le climat de ces deux régions sont complémentaires. Le climat frais d'Ali Sébié sera un refuge pour les estivants obokois qui seront amenés à fuir la chaleur torride de l'été. Inversement, les habitants d'Ali Sébié et plus particulièrement leurs commerçants vont profiter de la mer et de richesses halieutiques de la région d'Obok. Bref, il est important de souligner les symboles qui entourent cette alliance historique entre les deux communautés qui partagent de nombreuses valeurs. Les régions d'Obok et d'Ali Sébié sont l'avant-garde de l'unité nationale. C'est par le rapprochement entre ces deux régions que s'effectuera le mélange des cultures que le sectarisme sera combattu et qu'une nation multiculturelle et multiethnique et multilingue verra le jour. Avant de terminer, j'aimerais ici remercier tous les invités qui ont fait les efforts de se déplacer à Obok et qui, par leur présence, manifestent leur soutien à cette initiative portée par les deux présidents des conseils régionaux d'Obok et d'Ali Sébié. J'adresse mes vives félicitations au président d'Obok et au président d'Ali Sébié pour avoir concrétisé cette union et j'encourage les autres présidents à suivre les exemples de leurs homologues de Ayou et de Assajog et à se projeter dans l'avenir en gardant comme objectif la satisfaction de l'intérêt général de leur communauté. Enfin, j'adresse mes profonds remerciements à l'UZ et à l'agence d'exécution
Magazine Compagnie qui ont bien voulu apporter leur soutien logistique, technique et financier pour aboutir à la réussite de cet événement. Vive la coopération entre Obok et Alisabié et vive l'unité nationale. Vive... Et à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires étrangères s'est réunie ce lundi pour examiner le projet de loi portant sur la ratification de la Convention mondiale relative à la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur. Présidée par le député Abdelrahman Awali Yassine, la réunion s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed. À l'issue des discussions, la Commission a émis un avis favorable pour la transmission du projet de loi en séance publique, marquant ainsi une étape clé vers la reconnaissance internationale des qualifications académiques. À la une également, l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, l'ONARS, en partenariat étroit avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a organisé un atelier de renforcement des capacités consacrées à la détermination du statut de réfugié à l'intention des membres de la Commission nationale d'éligibilité. Eh bien, l'objectif central de cet atelier était d'accroître l'expertise des participants dans l'évaluation des demandes de statut de réfugié en respectant les normes internationales afin de garantir une protection équitable et efficace des personnes déplacées de force. Cet événement illustre l'engagement constant de Djibouti aux côtés de ses partenaires internationaux à promouvoir des solutions durables et respectueuses des droits humains pour les réfugiés. C'est-à-dire chaque demande avec rigueur, impartialité et respect, conformément aux normes internationales et au décret également numéro 2017-409 qui encadre les procédures relatives au statut de réfugié dans notre pays. L'ONARS joue donc un rôle clé dans les bons déroulements des sessions de la Commission nationale d'éligibilité. Nous nous chargerons de préparer soigneusement les dossiers d'entretien des demandeurs d'asile en étroite collaboration avec les experts du HCR et d'assurer le secrétariat de la Commission nationale d'éligibilité et préparer les PV ainsi que les notifications pour les demandeurs d'asile concernés. Et le représentant du HCR à Djibouti a insisté sur l'importance cruciale de cette collaboration. De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a souligné que le renforcement des compétences des membres de la Commission nationale d'éligibilité constitue une priorité nationale. On les écoute. Je ne peux pas commencer ce discours sans ne pas dire d'abord un grand merci aux hautes autorités de ce pays. Je fais allusion à son Excellence, le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, pour sa politique de portes ouvertes, de grandes portes. Ce qui m'a le plus impressionné ici à Djibouti, c'est que c'est un pays qui n'a jamais fermé ses portes, même dans les moments les plus sensibles et difficiles, même dans les moments vraiment compliqués au niveau médical, lors du Covid, lors d'une pox, lors des migrants, parce que vous êtes devenu un peu un highway, comme une grosse avenue, comme on le dit aux États-Unis, de migrants et de réfugiés. Mais vos portes restent ouvertes. Ce jour, c'est surtout pour parler de comment soulager les réfugiés, c'est-à-dire sur ces déterminations de statut. Quand vous allez aujourd'hui dans les différents villages, les réfugiés vous disent c'est la première question. Et donc, ce premier pas qu'on vient de faire, parce que 100 km commence par un premier pas, par 10 km, c'est un pas très important. Et nous comptons beaucoup sur la commission, c'est des experts, pour que la mise en œuvre soit vraiment effective, le plus tôt possible, avec l'aide de Allah, pour que ça se passe très très bien, toujours avec la douceur et la tendresse des Djiboutiens. Et j'en suis convaincu que ça se passera très très bien. C'est aussi une façon de faire la vulgarisation des droits et devoirs des réfugiés, parce que ce n'est pas simplement la détermination de statut, c'est aussi au niveau protection internationale, qui est le mandat du Haut-Commissariat pour les réfugiés, un moyen aussi, un outil pour nous très important pour faire le second pas, demandeurs d'asile et réfugiés. Donc pour moi, ce jour, encore une fois, c'est vraiment un jour mémorable. La République de Djibouti a une longue tradition d'accueil et de solidarité envers les réfugiés et les demandeurs d'asile. Un engagement qui s'est renforcé au fil des années. Aujourd'hui, notre pays
héberge plus de 31 891 réfugiés, principalement originaires d'Éthiopie, d'Érythrée, de Somalie et plus récemment du Yémen. En septembre 2024, nous comptions 23 496 réfugiés et 8 395 demandeurs d'asile. Ces chiffres témoignent non seulement de notre capacité d'accueil, mais aussi de notre volonté de fournir protection et assistance à ceux qui fuient les conflits et la persécution. Djibouti a ratifié convention internationale, dont la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967. Ces engagements nous obligent à garantir les droits fondamentaux des réfugiés. Dans le cadre des efforts visant à promouvoir la diversité et l'inclusion dans le monde du travail, l'Agence nationale des personnes handicapées et la Chambre de commerce de Djibouti, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, ont organisé ce matin un atelier de sensibilisation et de vulgarisation des initiatives d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. L'atelier s'est tenu dans la salle de conférence de la Chambre de commerce et a rassemblé plusieurs hauts responsables, notamment le président de la Chambre de commerce, le directeur général de l'ANPH, le directeur général de l'ANEFIP, ainsi que la représentante du PNUD et des représentants du secteur privé. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'un programme national visant à sensibiliser les acteurs du secteur privé à l'importance de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Objectif, sensibiliser les employeurs et responsables d'entreprise aux défis auxquels ces personnes sont confrontées, tout en encourageant la mise en place d'environnements de travail adaptés et propices à leur intégration et développement professionnel. Je parlerai que 3 points. Pourquoi cet atelier de sensibilisation? Monsieur Douali, qui est le directeur général de l'ANPH, a fait beaucoup de sensibilisation avec le secteur public. Et nous travaillons depuis plus de 3 ans ou 4 ans avec l'ANPH pour insérer des jeunes. C'est une grande joie pour moi de prendre part à cet atelier de vulgarisation des textes réglementaires, lois et décrets pour les entreprises du secteur privé au niveau de la Chambre de commerce. Et je voudrais d'emblée remercier le président de la Chambre de commerce et le DG de l'ANPH d'avoir facilité ce cadre de travail et cette collaboration, et également la contribution de l'ANFIP pour cet atelier. Cet événement a pour but de promouvoir des pratiques inclusives et de favoriser leur emploi et leur épanouissement professionnel. Voici un extrait du discours du président de la Chambre de commerce. En situation de handicap n'est pas seulement une question de responsabilité sociale, mais également une opportunité de favoriser les potentiels immenses que chaque individu peut apporter à notre économie. Le secteur privé. Nous avons la possibilité de créer un environnement inclusif, propice à la diversité et à l'innovation. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de présenter les initiatives existantes qui œuvrent pour l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Il est essentiel de faire connaître ces programmes car ils représentent des exemples concrets de réussite et de collaboration. Je voudrais également aborder le cadre réglementaire récemment mis en place pour promouvoir et protéger les droits des personnes en situation de handicap. Ils définissent des obligations claires pour les employeurs tout en offrant des incitations pour ceux qui choisissent d'intégrer des personnes handicapées dans leur équipe. Cet atelier est l'occasion d'échanger sur notre engagement, de discuter des défis que nous devons surmonter et de partager nos expériences.
L'Institut de la statistique de Djibouti, l'INSTAD, a organisé un important atelier régional sur les statistiques des handicaps à Djibouti. La deuxième réunion annuelle du groupe de Brazzaville sur les statistiques du handicap du 14 au 16 octobre, organisée en partenariat avec le Washington Group sur les statistiques du handicap. Eh bien, cet événement a marqué une étape décisive dans la promotion des droits des personnes à besoins spéciaux sur le continent. Cette réunion, une première de cette ampleur à Djibouti, témoigne de l'engagement fort du pays pour l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. En 2018, sous l'impulsion du chef de l'État, notre pays a adopté une loi pour la protection des droits des personnes handicapées, affirmant ainsi son rôle de modèle régional. Le gouvernement continue de garantir l'égalité des chances et des libertés fondamentales pour tous les citoyens sans distinction. Le groupe de Brazzaville sur les statistiques du handicap tient régulièrement des activités d'encadrement et d'information. L'atelier qui nous réunit ce jour coïncide avec la deuxième réunion annuelle du groupe de Brazzaville en présentiel, après la toute première tenue en 2022 à Bamako, au Mali. Cet espace permet aux membres du groupe de se former, de s'informer et de s'entraider mutuellement sur les préoccupations entourant les statistiques du handicap. En plus de la production du rapport de chaque pays présent sur les statistiques du handicap, cette réunion aboutira à l'élection d'un nouveau bureau du groupe de Brazzaville sur les statistiques du handicap. Le directeur général de l'INSTAD a souligné l'importance cruciale de disposer de données précises pour mieux comprendre et améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap. On l'écoute. Je souhaite à tous la bienvenue dans le lancement de l'atelier qui marque officiellement la priorité accordée à la statistique du handicap. Ce dernier permettra non seulement de discuter des outils et méthodologies statistiques relatifs au handicap, mais également d'échanger, explorer ensemble les potentielles nouvelles sources de données sur le handicap. Conscient de la vulnérabilité de cette population, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a adopté en février 2018 une loi sur la promotion et la protection des droits des personnes ayant des besoins spéciaux. Cette loi est une réponse, un engagement et une ferme volonté de promouvoir et d'assurer à tous et à toutes l'égalité des chances ainsi que les droits et libertés fondamentaux de personnes handicapées. En outre, le gouvernement de Djibouti s'est engagé à garantir les droits des personnes handicapées et à ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif en janvier 2010. Mesdames et messieurs, pour atteindre ces nobles objectifs qui est la protection des droits des personnes handicapées, il a fallu nécessairement que l'INSTAD dispose de données statistiques fiables mettant en exergue la situation et les besoins des personnes handicapées à Djibouti. Ainsi, l'INSTAD a adhéré à la vision du Washington Group en Disability Statistics en 2019 et travaille en étroite collaboration avec l'équipe de l'Afrique francophone Brazzaville Group en Disability Statistics. Et dans l'actualité internationale, l'armée israélienne a confirmé la mort de 4 soldats et plus de 60 blessés après une attaque du Hezbollah, la plus importante depuis le début des affrontements. L'attaque menée par un drone contre une base militaire au sud de Haïfa visait à neutraliser les systèmes de défense israéliens. Et le Hezbollah a menacé de nouvelles actions si les agressions contre le Liban persistent. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention.